Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV, diffusé sur notre chaîne Figaro TV. C'est lundi, c'est le premier de la semaine. Je suis accompagné aujourd'hui du parcimonieux Damien Canivez. Ça va, Damien? Ah oui, je vous ai dit que les adjectifs allaient changer un peu. Vous allez tous les faire. Parcimonieux, vous avez vu, c'est hyper gentil, en fait, pour pas dire radin. Pour pas dire radin, oui, tout à fait, exactement. C'est très poli. Vous faites attention, vous êtes économe, Damien. Et c'est très bien. Et notre invité du jour, vous allez le reconnaître, c'est un pilier de l'info sur M6 depuis 15 ans. Et comme il n'aime pas faire les choses comme les autres, ce journaliste, animateur et écrivain présente son JT de 20h à 19h45. Il écrit le matin quand la maison dort et joue les cavaliers à ses heures perdues. Bonjour Xavier Demoulin. Bonjour, comment ça va? Ben, ça va. Je savais pas que Damien était une pince. C'est vraiment Si. assez bas ici. Hein, mais voilà, tout à fait. Je savais pas que vous étiez une pince. Si, je peux vous inviter au restaurant, mais avec votre carte de crédit. Damien est économe. Il fait très attention à ce qu'il mange. Et il paraît que vous ne mangez pas beaucoup. Donc, attention. Ouais, voilà, donc il vous invitera. Moi, je coûte pas cher. Vous êtes invité ce midi, si vous voulez. D'accord, on va voir comment ça se passe alors. Vous publiez Refaire l'amour, votre 12e roman aux éditions Flammarion. Vous présentez également chaque soir le 19h45 sur M6, ainsi que des émissions événementielles. Ce que vous ne faites plus en revanche, c'est travailler le dimanche dans 66 minutes, déambuler dans Paris la nuit, une caméra au point. Est-ce que vous diriez qu'à 50 ans passés, vous avez recentré vos activités? Je suis aussi au cœur de la création sur RTL. Vous avez oublié. C'est vrai, exact. Un entretien RTL, culturel. Tout à fait. Et donc aussi un podcast d'une heure chaque semaine, et je rencontre une personnalité culturelle, et ça m'éclate, et c'est vraiment un nouveau rendez-vous. Ça fait 2 ans que je fais ça, donc c'est encore nouveau. Et donc, c'était quoi la question? Non, je plaisantais évidemment sur déambuler la nuit ou travailler le dimanche. Non, mais moi j'ai connu la nuit. J'ai connu la nuit. Mes nuits étaient plus belles que vos jours, peut-être. Je sais pas. On pourrait en discuter, ouvert le débat. Et là, maintenant, je me couche tôt. J'adore ça parce que je me lève tôt. Et vous l'avez dit, je pars monter dans les écuries de course à Chantilly. Et donc, ça me va très bien. Mais c'était la question. C'est à ce stade de votre carrière, vous avez l'impression d'être vraiment en harmonie avec ce que vous faites, moi, je suis ce que vous aimez faire. Moi, je suis hyper aligné. Je travaille en cercle. J'ai l'édition avec les romans, le journalisme, et puis les chevaux. Et donc, je vais d'un cercle à l'autre entre mes 3 cercles, et ça me va très bien. Et je suis vraiment, je vous dis, très aligné, très épanoui, et j'ai aucun regret, aucune amertume. Je suis pas comme ça. Et aujourd'hui, vous vous sentez plus écrivain ou journaliste? Eh ben, en fait, c'est une question un peu débile, cher Damien. Ça commence bien. J'en ai d'autres. Les deux. C'est moi qui dis ça pour chercher ma deux. Non, mais je suis les deux. Je pourrais pas l'être l'un sans l'autre. Mais après, la vraie question, c'est pas ça. C'est que est-ce que l'un nourrit l'autre? J'ai longtemps cru que non, et en fait, je me rends compte que oui. Parce que quand on est journaliste, on observe le monde dans une rédaction toute la journée, et nécessairement dans le tri de l'inconscient, eh ben, il y a des choses qui ressortent et qui font que quand on écrit un livre, voilà, c'est aussi là, la partie d'écrivain est là. C'est pas aussi compartimenté que j'ai pu le déclarer ici même d'ailleurs. Donc j'ai déjà menti ici. Vous avez déjà menti. C'est bien de l'avouer, Xavier. On va poursuivre cet entretien dans un instant. On parlera de votre livre, Refaire l'amour du 1945, de la radio, tout ça. Ce sera après les news médias de Damien Canivez. On démarre ces infos, Damien, avec un incident qui s'est produit lors du concert de la tournée Star Academy. C'était à Lille. Absolument. La tournée Star Academy faisait étape dans le nord de la France ce samedi. Et au cours du spectacle, une femme installée dans les premiers rangs de la salle a adressé plusieurs doigts d'honneur à Ebony avant de l'insulter. Une attitude regrettable à laquelle la finaliste de l'émission a choisi de répondre par un message de tolérance. Moi, je l'aime en tout cas, et j'aime tout le monde dans cette salle. Il n'y a que l'amour qui nous réunit, et la haine n'a pas la place dans cette salle. Voilà, ce sont les mots qu'elle a prononcés sur scène, visiblement très bouleversée par ce qui venait de se dérouler sous ses yeux. Tous ses camarades de promo l'ont alors rejointe, tous également très émus. Plus tard, plusieurs personnalités se sont également exprimées sur les réseaux sociaux pour apporter leur soutien à Ebony. C'est le cas de Louane, la prochaine représentante de la France à l'Eurovision. C'est également le cas de Nikos Aliagas, qui anime Star Academy, ainsi que d'autres profs de cette émission de chant diffusée sur TF1. Il y avait déjà eu des menaces au moment de la finale de Starac. Beaucoup de personnalités comme ça font l'objet de menaces, Xavier. Souvent, ça prospère sur les réseaux sociaux, mais parfois, ça se matérialise en vrai, comme ça, dans ce concert. On l'a vu aussi avec le rabbin à Orléans ce week-end. Ça vous est déjà arrivé? Vous avez déjà eu des menaces, des insultes sur les réseaux? Des gens vous ont déjà menacé de choses et d'autres? Mais bien sûr. Oui, mais bien sûr. C'est vrai. Mais ça fait partie, il paraît que c'est la règle des réseaux sociaux. Non, quand c'est comme ça, c'est vraiment la poubelle du monde, quoi. Oui, on est d'accord. À un moment, qu'est-ce que je vous dise, cette violence ordinaire et quotidienne de gens cachés derrière leur anonymat qui vous menacent. Oui, on m'a menacé de mort, oui, on m'a menacé de me couper la tête, plein de fois. On vous insulte. Voilà. Mais à ce moment-là, comment vous réagissez? Est-ce que vous êtes personnellement heurté? Est-ce que vous allez porter plainte quand même?
Je veux dire par là, si on doit réagir à chaque fois que quelqu'un vous insulte sur les réseaux sociaux, on passe son temps à réagir. Non, mais je suis pas insulté tous les jours. Je suis quand même ménager, j'ai de la chance et tout va bien. Mais moi, c'est pas ça qui me fascine. C'est pas moi le problème. Le problème, c'est sur les enfants entre eux, le cyberharcèlement, la violence, les gens fragiles qui réagissent à ça, qui le prennent pour eux. Et puis on voit que derrière, c'est quoi? Regardez le procès de Thomas Joly qu'il y avait au procès. Et vous avez une représentation assez dingue des harceleurs, voilà. Donc je te dis, les réseaux sociaux, ça devient la poubelle du monde. Il y a des choses très positives qui se font, ok, d'accord, mais sinon, certains réseaux sociaux sont devenus la poubelle du monde, c'est les égouts, quoi. Mais il y a des insultes auxquelles il faut, des menaces auxquelles il faut faire attention. Votre collègue Ophélie Meunier, elle a quand même été sous protection policière. Oui, d'accord, mais c'est vrai. Ok, moi, si vous voulez. Parce que les menaces étaient sérieuses. J'ai fait des signalements aussi. D'accord, oui, quand même. Au-delà de mon cas, je pense aux autres, aux gens fragiles psychologiquement, qui se font harceler avec ces raids numériques, etc. C'est épouvantable. Et un jour, on a demandé à Quentin Tarantino comment il faisait pour pas être aussi... il dit, c'est simple, j'ai pas les réseaux sociaux. Je les regarde pas. Je les regarde pas, voilà. Moi, on peut me les m'insulter, qu'est-ce que je vais faire? Je vais répondre, et puis ça va faire quoi après? Donc... il y a un moment... moi, je ne vous ai jamais insulté. Ça va alimenter. On continue ces infos médias, Damien, avec nos confrères du Parisien qui révèlent qu'il y a du mouvement attendu du côté des chaînes info. Ah oui, alors nous ne sommes pas encore en avril, que les premiers soubresauts du mercato sont en train déjà d'animer les coulisses des chaînes dans les couloirs de BFM TV. Déjà, Marc Fauvel, actuel directeur de l'information de France Inter, est attendu à la rentrée pour incarner une tranche. Alors, est-ce qu'il s'agira de la matinale, un carrefour d'audience qu'il a autrefois incarné à Radio France pendant plus de 10 ans? Pour le moment, c'est non. Probable. Ah, pour le moment, BFM TV ça reste probable. Voilà, reste à savoir effectivement si ce rendez-vous tenu actuellement par Christophe Delay et Adeline François va évoluer en septembre prochain. Du côté de CNews, l'ex-acolyte de Christophe Delay justement, Pascal de la Tour du Pin, qui fait déjà partie du groupe Canal mais qui n'est plus revenu sur l'une des chaînes de cette entité depuis l'arrêt de C8, est aussi courtisée. Est-ce qu'elle va y aller pour le moment? On ne sait pas. En tout cas, les premiers contacts ont été établis. Et toujours selon le Parisien, la journaliste aurait été aussi sollicitée pour animer la quotidienne de la future chaîne T18, vous savez, qui devrait arriver prochainement sur la TNT gratuite. Et ça, c'est une offre qu'elle a déclinée. On sent que l'été sera chaud sur le front du mercato, ça s'ajoute beaucoup déjà. Vous serez sur M6 à la rentrée? On verra, pour l'instant on est quel mois? On est en avril. En avril. Vous savez pas, c'est tous les ans, c'est ça? Pas qu'avant les rameaux, enfin voilà, vous voulez tout savoir avant. Non, mais là, faut vous signer, là. Regardez Xavier. Regardez, ça fait combien de temps que je suis sur M6? 15 ans maintenant. Voilà, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des gens qui m'ont appelé, écrit ou sollicité. Après, ça fait partie du jeu. Mais vous êtes en CDI d'ailleurs sur M6, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de renégocier votre contrat saison après saison? Alors, moi, je me considère jamais en CDI nulle part, en fait. D'accord. C'est un CDD permanent. Ça serait très arrogant et très prétentieux de dire que... ça veut dire quoi être en CDI quand on présente un JT tous les soirs? On n'est pas en CDI. Mais non, mais votre contrat, il y a écrit CDI dessus. Mais moi, mon contrat, tous les ans, je remets mon titre dans la balance et on discute avec M6 de manière très cordiale, voilà, et on a et on voit ou pas si on a mutuellement, je souligne, envie de continuer à vivre ensemble. Et jusqu'à maintenant, ça nous a plutôt bien réussi cette manière de faire parce qu'on s'est toujours bien entendu à ces périodes un peu charnières du printemps où on commence à discuter. Alors ça a été facile, ça a été doux, ça a été viril, ça a été... Voilà, mais maintenant, je vous dis, c'est une chaîne où les interlocuteurs sont franchement des gens super avec qui c'est très très agréable de discuter, même quand on n'est pas d'accord. Et vous dites qu'il y a déjà eu des offres. Qu'est-ce qui, par exemple, pourrait vous faire changer d'avis? Un gros chèque, une émission hors norme, un nouveau défi à relever? Il y a quelque chose qui pourrait vous donner envie de quitter cette chaîne ou pas du tout? Vous savez, moi, je suis... ça peut être sur M6 aussi, d'autres challenges. Plutôt très bien là où je suis. Donc, je ferai vraiment... fidèle. Voilà, je suis... Non, mais la loyauté, la fidélité, c'est une chose. Et après, moi, je suis bien où je suis. J'ai construit se sentir bien là où on est, avec une rédaction vraiment que j'adore. Et je dis pas ça par démagogie, je suis bien avec cette équipe-là. Il y a des gens super, il y a des renouvellements de génération, on forme des jeunes, on en parlait en coulisses tout à l'heure ensemble. Enfin, franchement, tout va bien. J'ai beaucoup de chance. Et puis, j'ai cette aventure sur RTL. Donc, je suis pas venu ici pour pleurer. On va ranger. Désolé d'être un homme heureux. Vous avez tout à fait le droit d'être heureux. C'est parfait de voir les gens bien dans leur peau. On finit avec le chiffre du jour, Damien. Ce chiffre, c'est le 3. Oui, c'est le nombre de jours qu'il reste avant que la marque Touche pas à mon poste disparaisse définitivement du paysage audiovisuel français. Depuis le début du mois de mars, Cyril Hanouna animait son talk-show sur les box des opérateurs.
heures à la suite de la disparition de C8. Une façon de prolonger le plaisir avant son arrivée prévue à la rentrée sur W9 pour animer un nouveau talk show d'avant-soirée avec une nouvelle bande de chroniqueurs. Donc c'est fini mercredi soir, ouais, c'est ça? C'est ça, exactement. Mercredi. Enfin, sauf revirement de situation, mais oui, normalement. L'arrivée d'Hanouna au sein de Groupe M6, c'est le transfert de l'année, Xavier. Je ne peux pas ne pas vous poser la question. Est-ce que vous pensez qu'M6 fait un bon choix? Est-ce que c'est un bon recrutement? Je peux vous répondre, parce que vous ne pouvez pas me poser la question. Mais moi, si je commence à parler de Cyril Hanouna et à vous répondre, ça va prendre toute la place après dans l'interview, quand vous allez la relayer sur les réseaux sociaux. Et comme je suis venu ici pour parler de mon livre, Refaire l'amour chez Flammarion, je ne vais pas répondre à cette question ce matin. Mais si vous me réinvitez pour parler de cette arrivée-là, ça sera avec plaisir que je viendrai vous y répondrez avec vous et répondre à cette question. Ah, il est fort, il est fort. Mais c'est vrai que les SDG ont exprimé leur inquiétude, vous ne réagirez pas non plus? Je vous dis, je ne suis pas venu pour parler de ça, je suis venu pour parler de mon livre. Donc si je commence à parler de ça, si je mets un pied dans la porte après, c'est partout sur les réseaux sociaux. Justement. Ah non, on va l'ouvrir. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je la ferme, vous essayez de l'ouvrir. C'est le jeu. D'accord. Ça peut durer. On peut faire toute l'émission comme ça, où j'ouvre, je ferme. Vous êtes journaliste, vous savez. Vous savez, vous posez aussi des questions, c'est tout à fait normal. Vous avez confiance dans la direction d'M6? Mais moi j'ai confiance d'abord en moi, en la vie, et aux gens avec qui je travaille aussi. Mais vous savez, on est responsable dans la vie. Et moi je suis quelqu'un de très responsable et donc de très libre. Voilà. Et vous avez raison de dire ce que vous voulez. D'ailleurs, Xavier, c'est fini, Damien? C'est terminé pour les news médias. Il y en aura d'autres. Évidemment, dès demain, on passe au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Xavier Demoulin. Refaire l'amour, c'est le titre de votre dernier roman qui vient de paraître chez Flammarion. On va voir la couverture tout de suite, comme son nom ne l'indique pas. Il ne s'agit pas de littérature érotique ni d'actes sexuels, mais bien d'un drame psychologique, puisque votre héroïne découvre que son ex-mari Olivier, l'homme qu'elle aime depuis 25 ans, qu'elle a aimé pendant 25 ans, avec qui elle a eu 3 filles, qu'il a quittées pour une femme plus jeune, vient de tuer sa compagne d'un coup de fusil. Sa vie bascule alors, cette héroïne. Un profond sentiment de culpabilité l'envahit, au point même de remettre en cause sa propre vie, sa propre existence. Racontez-nous, Xavier, ce point de départ de ce, en fait, roman. C'est un roman, on parlait de la frontière entre fiction et journalisme. C'est vrai que des féminicides, hélas, au grand hélas, on en couvre souvent dans le JT, mais et dans toutes ces choses horribles, souvent comme les attentats, les féminicides et autres, on se dit tout ça, ça pourra jamais m'arriver. Et puis un jour, ça se rapproche. 300 par an, je crois. C'est simple. C'est presque un par jour. Oui, c'est un tous les 3 jours. Un tous les 3 jours. Pour être exact. Et donc, je me suis intéressé à cette question-là parce que la vie m'a amené à m'intéresser à cette question-là dans mon cercle intime. J'ai retrouvé une ancienne amie que j'avais perdue de vue et un jour, elle m'a confié que son mari l'avait quittée, vous l'avez dit, et qu'il avait tué sa nouvelle femme. Point de départ de cette histoire-là, c'est ça. Donc la vraie histoire, c'est la réalité qui s'introduit dans mon quotidien et dans ma vie et qui n'est plus un fait journalistique mais qui devient un fait intime. Et des années passent, l'affaire est jugée et puis j'ai repris contact avec cette amie, on a discuté ensemble. Vous lui avez demandé l'autorisation? Évidemment. Ah oui, d'accord. J'ai écrit ce livre avec son consentement et évidemment qu'elle l'a relu avant publication. Mais parce que ça se passe à Nanterre, son ex-mari était à Nanterre. Mais c'est pas son histoire, c'est le point de départ. Mais même si c'était le point de départ, ça a été un tel électrochoc pour moi de voir que cette amie d'enfance, ce qui lui arrivait, elle allait en prison, apporter des affaires à son ex-mari qui avait tué sa nouvelle femme, que je ne me voyais pas écrire une fiction même sans lui en parler. Et je lui ai dit, est-ce que la littérature aurait peut-être un peu le pouvoir de transformer l'horreur en quelque chose de beau? Et j'ai envie de m'y employer avec ce point de départ-là, mais je ne peux pas faire cette histoire sans ton autorisation, même si ça ne sera pas ton histoire, ça paraît. C'est Isabelle, votre amie, c'est ça? Voilà, c'est là qui vous dédiez le livre. Et exactement. Et elle m'a dit, je vais réfléchir. Et puis, plusieurs mois après, un jour, j'ai reçu un texto en me disant, je crois que je suis prête. Alors, on a rediscuté ensemble de ce qui s'était passé, de ce qu'elle avait vécu et ressenti. Et puis, ensuite, je suis parti écrire mon livre, loin de son histoire. Ouais. Parce que ce n'est pas un récit, c'est une fiction. Quelle est la part de fiction en réalité? Et justement, là, je dirais qu'il y a 20% de son histoire, et le reste, c'est que de la fiction. C'est le point de départ, notamment. Oui, parce qu'un roman, il faut que c'est du souffle, il faut qu'il y ait des rebondissements, il faut qu'il y ait des personnages, il y a une relation de... C'est un livre aussi sur la résignation. Oui. Vous parlez de la culpabilité, les personnages culpabilisent, se demandent quelle est sa part de co-responsabilité, à quel point... La culpabilisation du survivant, on va dire, oui, qui est très connue. C'est la double peine. Ouais. À quelle heure et à quel point et comment on peut arriver à se remettre en cause, qu'on non seulement on a été quitté, que son ex-mari a tué, et qu'on se pense co-responsable, en tout cas d'avoir tissé dans le lien qui nous a unis avec cette personne-là, voilà,
sa part de responsabilité dans la monstruosité de l'acte. Et ce travail a été assez intéressant et a été complètement, là, pour le coup, fictionnel. C'est un livre donc sur la culpabilité, aussi sur la résignation et sur le couple. Qu'est-ce qui se passe quand on laisse tomber l'autre, même quand on vit encore sous le même toit. Et ce qu'il faut préciser, c'est que votre héroïne est d'autant plus sidérée que son ex-mari n'a jamais levé la main sur elle. Jamais levé la main sur elle, mais il a commencé à aimer les armes à feu, il a commencé à s'isoler dans la maison, ils ont commencé à ne plus se parler, il ne s'aimait plus et elle a pensé à partir, elle n'a jamais eu le courage de partir par peur, à cause des enfants, pour des raisons qui sont tout à fait respectables et partagées par beaucoup de gens aujourd'hui. Mais elle se demande ce qui lui serait arrivé s'il avait pu partir, eu le courage de rompre ce lien avant que son mari devienne un monstre qu'il la quitte. Pourquoi vous ne donnez pas de... Alors, c'est étonnant parce que c'est un récit à la première personne. Ouais. C'est le récit de femme. Donc déjà, vous êtes un homme, vous parlez à la première personne pour une femme. Pourquoi vous ne nommez jamais votre héroïne? Vous ne voulez pas lui donner de prénom? Alors, elle a un prénom. Il y a un spoiler, hein. Ça arrive tard. Très tard. Son prénom arrive tard. Parce que dans la culpabilité, refaire l'amour, c'est quoi? C'est refaire l'amour avec la vie. Qu'est-ce qui se passe quand on a vécu un trauma? C'est reconstruire l'amour plutôt. Et c'est se reconstruire aussi. C'est aussi refaire l'histoire. Donc, elle part 3 jours dans une maison en Bretagne, essayer de se réconcilier avec une de ses enfants. Sa fille aînée avec qui elle est fâchée. Elle va faire la paix avec ce drame grâce à une conversation. Et là, enfin, elle pourra enfin dire son nom. Pourquoi elle ne s'appelle pas au début? C'est parce qu'elle n'a plus d'identité à cause de la souffrance, à cause de la culpabilité. Et quand elle revient à la vie, alors elle peut dire « Bonjour, je m'appelle un tel. » On donnera pas le nom. Mais ça commence par un I comme Isabelle. Mais c'est un livre sur la reconstruction. Et ça, c'est pour ça que c'est plus un livre sur la reconstruction. C'est d'ailleurs presque reconstruire l'amour que refaire l'amour. Presque. Exactement. La prochaine fois, vous choisirez mon titre. Mais oui. Vous êtes de parce que refaire l'amour, moi j'attendais des scènes de... C'est refaire l'amour avec la vie. C'est refaire l'amour avec la vie, exactement. Et se reconstruire. C'est un livre sur la rage de vivre et sur un hymne à la vie, plus que sur un féminicide qui est juste le point de départ. Et cette histoire-là qui m'a poussé, c'est cette rencontre avec cet ami-là. Ça s'arrête là. Après, elle n'est plus concernée. Ça a été très difficile d'ailleurs pour elle, parce que quand elle a lu le livre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est cherchée. Alors que je lui ai dit, ça sera pas ton histoire, ça sera un roman, c'est juste le point de départ. Et elle m'a dit, ah oui, en le relisant, elle m'a dit, ça y est, j'ai compris. Et au-delà de la reconstruction, finalement, c'est aussi une façon pour vous de mettre en lumière les victimes collatérales des féminicides dont on ne parle absolument jamais. Exactement, il y a une association qui s'occupe d'enfants de féminicides, ils ont 120 ou 111, et sinon personne n'en parle jamais, parce qu'un féminicide, c'est un traumatisme, évidemment, pour la victime, le bourreau, on parle de la victime, on parle du bourreau, mais leurs proches, leur père, leur mère, leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants, bien sûr. Leurs enfants, on en parle un tout petit peu, mais vraiment à la marge. Mais les autres, tout l'univers autour, et même les ex-conjoints, font partie aussi, touchent des dommages collatéraux par cette déflagration-là. Et alors, vous en parliez, nous recevions vendredi la réalisatrice Sabrina Van Tassel, que je crois que vous connaissez très bien, qui a réalisé un documentaire très fort, l'État du Texas contre Mélissa, et là un documentaire sur les Amérindiennes qu'on vous recommande d'ailleurs sur Canal+. Et elle avait une question à vous poser en lien avec ce sujet, Xavier, je vous propose de l'écouter et d'y répondre juste après. Xavier, tu viens juste de sortir un livre sur les féminicides. Est-ce que tu penses que plus d'hommes devraient parler des violences faites aux femmes? Alors, c'est une très bonne question. Et moi, je pense que je suis père de 3 filles. Et être un homme et être féministe, c'est possible. Après, dit comme ça, je reste un homme, donc il se peut que je sois complètement déconnecté des réelles préoccupations d'une femme. Quand je prends la parole en tant que femme dans un texte, je fais un pas vers cette cause-là. Et je pense que c'est un investissement total que je fais en m'exprimant comme une femme, en tout cas à tendre vers ça. Je ne serai jamais une femme. Est-ce que pour autant... Non, mais vous avez dit, je suis un père, mais aussi une mère regroupée dans un même corps. Les hommes devraient parler, laisser parler leur part féminine. Vous aviez dit ça il y a quelques années. C'est vrai, c'est sûr. Je pense qu'on a tous une part de masculin, une part de féminin. Bien sûr. Je pense que tout homme d'aujourd'hui doit se revendiquer féministe. Moi, je me revendique féministe. Après, c'est joindre la parole à l'acte. Donc je pense que oui, plus d'hommes devraient s'emparer de ces sujets-là, et on devrait aussi laisser les hommes s'en emparer. Donc il faut aussi que les féministes nous tendent aussi la main à nous, les garçons, pour pouvoir nous inclure aussi dans des conversations, dans des discussions. Qu'on ne soit pas exclu parce qu'on est un homme et qu'on parle à la place d'une femme. Bien sûr, pas d'idéologie. Et c'est vrai que dans ce livre, votre héroïne dit qu'on ne connaît
pas véritablement, au fond, qui est la personne qui se trouve face à nous. Est-ce que vous pensez qu'un monstre sommeille systématiquement en chacun de nous? Moi, je pense que chacun peut déraper en quelques secondes, un jour ou l'autre, et personne n'est à l'abri de ça. Après, voilà, vous le sentez, vous, au fond de vous? Il n'y a pas les gens des mois. Qui sommeille comme ça. Mais est-ce qu'il y a... Alors, le monstre, c'est quoi? Comment il s'exprime, le monstre? Il est protéiforme. Il peut s'exprimer de plusieurs façons. On peut être monstrueux sans tuer quelqu'un. Bien sûr. On peut détruire quelqu'un sans même le toucher. Exactement. Pervers manipulateur. Exactement. Les mots, c'est une magie noire et une magie blanche. On parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. On le voit très très bien. Donc, qu'est-ce qui est le plus... voilà. Donc, chacun a une part en lui, monstrueuse évidemment, a une part d'ombre. Sinon, il n'y a pas de lumière. Tout le travail consiste à travailler sur, je le disais, sa responsabilité et l'exercice de sa liberté. Et vous le faites également avec votre épouse Anaïs Bouton, qui travaille également sur RTL et qui est très engagée. Elle a fait un podcast sur les violences faites aux femmes, là, à l'occasion de la journée d'Ama. En mars, exactement. Donc vous étiez très raccord sur l'histoire, j'imagine. C'était dingue parce que on était tous les deux sur un sujet. Et son podcast tenace, évidemment, sur les grandes femmes. Exactement. La prochaine sur la liste, quelqu'un de très engagé, qui est très connecté avec les associations féministes, pardon. Et puis ce livre-là. Et donc c'est vrai que c'était devenu le sujet familial. Mais je pense que on a 3 filles, et qu'on est très on a envie, voilà, d'apprendre à nos filles à dire non, et à essayer à tendre de changer le monde. Et ça passe aussi par l'engagement. Donc on essaye de leur montrer ça, par l'exemple. Il faudrait qu'on parle un petit peu du 1945 quand même. Cette saison, cette année, ça vous dérange pas, hein? L'audience se porte très bien en plus, entre 2 millions et 2,5 millions de téléspectateurs chaque soir. Il cartonne sur le public jeune, également sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, qu'on appelle autrefois les ménagères, exactement. C'est toujours le même plaisir pour vous d'animer cette tranche? Je vous le disais. Alors déjà, l'adrénaline, non, aussi. Tout, parce que là, franchement, depuis 2015, tout ce qui s'est passé, si on met tous les faits d'actualité, c'est dur. Non mais c'est dingue. C'est une décennie. Non mais c'est une décennie dingue. Donc à couvrir quand on est journaliste, etc. C'est passionnant. Après c'est dingue. Après c'est dur. Après c'est violent. On a construit un socle d'équipe qui fait que franchement on est bien ensemble. On a appris à se connaître. Aujourd'hui on est un orchestre. On joue en harmonie. Enfin j'estime. Donc moi je suis bien là où je suis et l'actualité est folle. Et donc, être aux premières loges de ça, commenter ça tous les soirs, c'est un challenge de dingue. Même si l'exercice peut paraître répétitif, mais dans ce cadre répétitif qu'est le plateau de télévision tous les soirs, les possibilités tous les soirs, multiples. En fait, bien sûr. C'est dingue ce qu'on vit. Alors, les nouveautés sont multiples, et notamment depuis début mars, où votre JT a fait l'objet d'une refonte graphique assez impressionnante d'ailleurs, puisque vous utilisez désormais le moteur de jeux vidéo Unreal Engine, qui est très célèbre. Ils ont fait les jeux comme Fortnite, Rocket League, Mass Effect. Tous les jeux Harry Potter, Star Wars sont faits par ce moteur, et on voit les images d'ailleurs sont incroyables. Le but, c'est quoi, Xavier? C'est mettre le téléspectateur toujours dans une immersion de plus en plus totale. C'est vraiment essayer de l'emmener avec nous toujours plus loin. Là où vous êtes, là c'est une salle de cinéma, ça peut être un terrain de conflit, ça peut être exactement une zone ça peut être exactement une salle de classe, un terrain de conflit, un supermarché, bref. Ça apporte quoi dans la narration du JT? C'est un autre niveau d'information complémentaire. Vous avez vu en 15 ans comment la technologie évolue, comment les JT ont évolué. Enfin, il y a une course aussi. Et M6 a toujours pour maintenir l'attention. Il faut le dire. Vous avez présenté debout pour la première fois, Claire Barsac notamment, qui avait ouvert... Le combat aujourd'hui, il est sur 2 choses. Il est sur l'attention quand même, qu'il faut arriver à capter. Ça, c'est pour tout le monde. Voilà. Il est aussi sur la véracité des faits, avec les fake news. Et donc tous les outils sont bons à partir du moment où ils sont pas gratuits, mais au service du propos et donc de l'information. Et c'est vrai que si on peut capter l'attention des gens, les emmener avec nous en immersion, leur donner un autre niveau d'information supplémentaire, et bien alors à ce moment-là, la technologie fait sens et on est content de pouvoir l'utiliser. Vous l'avez dit, ça vient du jeu vidéo. Vous connaissez très bien l'univers du jeu vidéo, mieux que moi. mais voilà, qu'on puisse faire des passerelles comme ça entre le gaming et l'information. À partir du moment où c'est pas gratuit, que ça fait sens, je trouve ça formidable. Et qu'est-ce que vous préférez dans le journal télévisé? Est-ce que vous préférez les lancements que vous pouvez faire en plateau ou bien les interviews aussi que vous menez parfois? Non, moi j'aime tout l'ensemble, tout l'écosystème en fait, la conférence du matin, la construction, le puzzle, ça change l'après-midi, il y a tout ce que les gens voient pas. Enfin, je veux dire, c'est là. Les gens ils pensent encore que j'arrive à 19h et que je lis un truc qu'on a écrit et que quelqu'un a écrit pour vous, c'est ça? Non, c'est pas ça. Donc on est en co-responsabilité. Il y a les rédacteurs en chef adjoints et on réfléchit avec les équipes
équipe sur place, ça change tout le temps. Puis après arrive le moment du feu où on lance notre enfant du jour, quoi. Ouais, ce journal, c'est quand même à nous, quoi. Ça vient de nous, donc on est content de le porter ensemble. Et puis après, quand il y a des interviews, c'est super. Après, c'est vrai que vous avez des bonnes personnalités de temps en temps. On en a. Après, l'interview debout, c'est un autre. Ça paraît idiot, mais je trouve que c'est dur pour celui qui est interviewé de rester debout. L'année prochaine, il y a les municipales. L'année d'après, il y a les présidentielles. Il va y avoir de la campagne, de la politique. Ça va tabasser. Et donc, on sera présent, évidemment. La personne que vous rêveriez d'avoir dans votre JT, en interview, ce serait qui? Un artiste, Alors, en termes d'artiste, un chanteur, un sportif, un homme politique? Le prochain rendez-vous, je crois que j'ai rendez-vous avec Tom Cruise à Londres en mai prochain. Il ne sera pas sur le plateau, mais effectivement, vous le verrez. L'interview. Ça, je suis quand même très content. Ça va. L'enfant qui dort en moi reste quand même content de le rencontrer. Après, des personnalités, une ou plusieurs personnalités. Non, mais j'aurais bien aimé interviewer le Dalai Lama. Ah ouais. Parce que là, on est à la frontière entre le politique, entre le philosophique, le mystique, aussi, le mystique, et puis la vie d'un homme qui est tout sauf ordinaire. Passez demain, il vient nous voir au Bastille. C'est vrai? Avec plaisir. Si vous arrivez à la voir, dites-lui que je lui poserai bien une question. Il vient tous les jours. Vous êtes aussi évidemment un cavalier accompli, un grand amateur de chevaux. Vous présentez d'ailleurs les grandes courses sur M6. Vous n'avez jamais songé à aller bosser sur Equidia, Xavier? Non, surtout pas, parce qu'ils sont très très bien. Ils n'ont pas besoin de moi sur Equidia. Il n'y a que des nerds du truc. C'est vraiment des geeks des courses. Et moi, c'est trop pour vous, non, c'est ça? Parce qu'il y a 3 grands hippodromes à Paris. Je vous l'ai fait très très vite. Il y a Vincennes, il y a Auteuil et il y a Longchamp. Et moi, je suis plus Auteuil que Vincennes et Longchamp, et un peu Longchamp aussi. Longchamp, c'est le galop. Voilà. Et donc, je suis à la fois plat et obstacle, mais le trot beaucoup moins. Vous êtes plus sur les courses d'obstacles à Auteuil. Les plus difficiles à parier, d'ailleurs. Même si j'adore les gens du trot, mais j'y connais pas grand-chose dans le trot. En tout cas, c'est plus compliqué pour moi. Et donc, chez Equidia, ils connaissent tout, donc voilà, ils n'ont pas besoin de moi. Vous faites aussi quelques extras. On a vu les 1000 premiers jours de bébé en 2023. Ils ont fait 2024 l'an dernier avec Ophélie Meunier. Vous aimeriez en faire davantage? Je vous en parlais avec la chaîne. J'aimerais bien, j'en parle souvent parce que ce genre de sortie récréative, entre guillemets, permet aussi de se réoxygéner, de faire un petit peu, de prendre un bol d'air, et puis de revenir après à sa mission. Et donc, j'en parle avec M6, on en a parlé l'année dernière, on a fait avec Ophélie cette émission, on a très bien travaillé tous les deux ensemble, et j'aimerais bien j'aimerais bien en faire plus. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous? Ou des émissions de débat aussi. Du débat, d'accord. Et pas nécessairement du tout en prime. Non, mais genre, il y a un documentaire, un débat après. D'accord, ok. Oui. Moi, travailler en deuxième partie de soirée, etc., ça me va très bien, en fait. Ça vous irait bien. Je suis un homme de la nuit. Mais il y avait une question, on arrive presque au bout. Est-ce qu'on pourrait vous voir peut-être dans Scène de ménage en tant que comédien aussi, faire un pas de côté? Vous êtes écrivain, vous êtes journaliste. Est-ce qu'à un moment donné, vous aimeriez faire. Je dis, là, on me voit d'ailleurs dans la série d'Olivier Marchal sur Netflix, dans le dernier unitaire d'Olivier Marchal sur Netflix, la Bastion 36. S'il vous plaît, au moment de la bascule du film, il y a un plan. Non, mais j'ai fait une panouille en JT. Après, je reste à ma place. Je suis un très mauvais comédien, franchement. Non, laissez-moi tranquille. Merci Gaël Demoulin. En tout cas, vous n'êtes pas un mauvais écrivain. Comédien, je ne sais pas, mais vous êtes plutôt un bon écrivain. Et votre roman Refaire l'amour est disponible aux éditions Flammarion. Et je rappelle que vous présentez tous les soirs le 19h45 sur M6, également RTL. On vous retrouve toutes les semaines. Donc, encore de la création. Absolument. Merci beaucoup, Damien. Le boss sera dès demain avec une autre personnalité de votre maison. Vous aviez Philippe Etchebest, le grand chef d'M6. On parlera évidemment de l'arrivée de Top Chef. D'ici là, prenez soin de vous et merci encore de votre fidélité.